Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur les antiparasitaires. Le thème des antiparasitaires va être divisé en deux parties parce que ça va être assez long, il va y avoir beaucoup d'informations donc j'ai pas envie de vous donner trop d'informations non plus. Donc il y aura cette première partie là et je vous ferai une deuxième partie avec les antiparasitaires qu'on voit un petit peu moins mais qui sont quand même importants, qu'on voit quand même. Mais voilà, je voulais pas vous donner trop d'informations, que ça se pourra une vidéo trop complexe. Donc peut-être que la deuxième partie sera plus courte que celle-ci, mais je préfère faire deux petites vidéos qu'une grosse avec beaucoup trop d'informations. Je vais parler des antiparasitaires pour les chiens et les chats. Les autres animaux, ça va être un petit peu différent, donc tout ce qui est équin, bovin, ou alors même au niveau des lapins, ça va être un petit peu différent. Il y a des parasites qui vont avoir de commun, d'autres non. Au niveau de la base, donc pour les antiparasitaires, on a les parasites internes et externes. Donc on a des parasites internes qui vont être à l'intérieur de l'animal, donc ça va être des vers. Et on a des parasites externes, donc qui vont être à l'extérieur, donc sur le corps de l'animal. Là, il y a beaucoup plus de parasites, donc ça va être les tiques, ça c'est ce qu'on entend le plus. Mais il y a également des aoutas, des poux, des moustiques, la gale et plein d'autres. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur vers, puces et tiques, les parasites qu'on entend le plus souvent. Et dans une deuxième partie, on fera donc gale, les aoutas, etc. Donc première question, c'est pourquoi traiter? Pour éviter la transmission de maladies et éviter des symptômes graves sur la santé. Donc ça peut être plus ou moins grave. On a diarrhée, vomissement, donc ça c'est pas si grave que ça pour un chat adulte ou un chien adulte, mais quand c'est des chiots ou chatons, ça peut être beaucoup plus grave parce qu'ils peuvent se déshydrater très rapidement. Également, ça peut être l'anorexie, l'anémie, c'est extrêmement grave et ça arrive quand même assez fréquemment, ou même les allergies. Si jamais on a plusieurs animaux, donc chien-chat mélangé, si on a un chien, un chat, plusieurs chiens, plusieurs chats, tout mélangé, eh bien on va devoir les traiter en même temps parce que si on en traite un et que l'autre est infesté, ça servira à pas grand chose vu qu'ils vont se réinfester par la suite. Il existe plusieurs modes de prévention, donc ça peut être en injectable depuis pas longtemps, ça peut être en shampoing, ça peut être en pipette et comprimé, c'est les deux qu'on voit et qu'on entend le plus. Également, ça peut être en buvable, donc soit en solution, ça peut être en poudre, ça peut être étendu sur une seule prise ou sur plusieurs prises. C'est-à-dire que, par exemple, un comprimé, les trois quarts, on prend un comprimé et ensuite on est tranquille. Il y a des solutions buvables, par exemple, où on peut prendre pendant 3 jours une certaine dose en fonction du poids de l'animal. Également, il existe des colliers. Tous ces modes de prévention-là, ça va dépendre si on traite les puces, les vers ou les tiques. La plupart du temps, les modes de prévention pour les puces et tiques sont regroupés ensemble. On a un vermifuge et un puce et tique. Des fois, on peut avoir un puce, tique et vermifuge, un qui fait 3 en 1, mais c'est assez rare. Par contre, on n'aura pas de mode de prévention qui fait que puce ou que tique. Ça va directement être puce et tique intégrés. Et donc, il existe également le spray ou même la pâtée. C'est à peu près tout ce qu'on pourrait retrouver sur le marché. On peut les trouver, donc on peut en trouver soit en pharmacie, soit dans des enseignes de supermarchés, soit même sur internet ou alors dans une clinique vétérinaire. Alors, quel est le pour et quel est le contre d'aller dans une ou l'autre? Le point négatif d'aller dans une clinique vétérinaire, c'est le prix. Ça va coûter plus cher d'aller dans une clinique vétérinaire que d'aller soit en pharmacie, soit d'acheter sur internet ou même dans des supermarchés. Par contre, ça va être plus efficace. Comme ça va être vendu sur ordonnance, donc il faudra qu'on voie l'animal pour prescrire le comprimé. Dans certaines cliniques, ils font des consultations gratuites pour voir si l'animal est en bonne santé et ensuite pouvoir délivrer le traitement. Donc ça, c'est à se renseigner auprès de son vétérinaire s'il procède comme ça ou s'il faut payer une consultation, à combien elle est, etc. Mais donc, nous, les antiparasitaires, ils vont être presque que sur ordonnance. Et donc, comme ils sont sur ordonnance, ils vont avoir des molécules un petit peu plus fortes. Alors que en pharmacie ou dans les grandes surfaces ou même sur Internet, comme ça ne va pas être éligible à avoir une ordonnance, que ça va être délivré sans ordonnance, eh bien, le traitement va faire effet, mais il va être un petit peu moins efficace. Donc, si l'animal est énormément infesté, je vous conseillerais d'aller quand même chez votre vétérinaire. Si jamais vous n'avez jamais mis ou que vous ne savez pas comment mettre par exemple une pipette,
ou si vous avez un produit compliqué par exemple qui est sur plusieurs jours, etc., n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire. Les vétérinaires sont là, ou en tout cas les assistantes vétérinaires sont là, assistants même, il y a des hommes. Mais donc les assistantes vétérinaires sont là également pour vous aider et pour vous informer également. Que pour ma part, je suis donc ASV, donc je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire. Pour ma part, mes chiens ont des colliers Seresto. Donc ça, je ne les achète pas à la clinique parce qu'ils sont assez chers. Donc je les achète sur internet. Mais je sais comment ça se met. J'ai jamais eu de problème. Attention quand même parce que les colliers Seresto, j'ai eu pas mal de retours où les chiens ont fait des réactions allergiques. Donc attention si vous en mettez. Voilà, petite prévention. Je sais que pour ma part, j'ai jamais eu de problème. Ils ont toujours très bien supporté. Mais certains animaux un petit peu plus sensibles, avec une peau un petit peu plus sensible, vont faire une réaction allergique. Quel traitement utiliser? Quel mode de prévention prendre? Donc ça, c'est une question assez compliquée qui va englober plusieurs critères. La première, ça va être en fonction de l'animal. Si vous avez un animal qui est glouton ou pas glouton, donc est-ce que l'animal va accepter de prendre le comprimé par exemple? Moi, je sais que mes chiens, ils fonctionnent toujours au comprimé, on met un peu dans la pâtée et c'est réglé. Il y a des chiens qui sont pas du tout gourmands et donc le comprimé, c'est niette. Donc, ils vont préférer en pipette. Les chats, par exemple, les trois quarts, ils vont pas aimer les comprimés, ils vont être très difficiles. Et donc, la plupart du temps, les clients prennent en pipette parce que c'est beaucoup plus simple pour eux. Attention toutefois, quand on prend des pipettes, il faut bien le mettre sur le poil, au niveau du cou, pour pas que l'animal puisse se lécher, surtout les chats, c'est très souple, et écarter les poils pour mettre vraiment sur la peau. Parce que si on le met sur le poil, ça va pas faire beaucoup d'effet. C'est pour ça que des fois, les pipettes, on dit qu'ils ont moins d'effet que les comprimés, c'est juste qu'ils sont moins bien mis. Donc la plupart du temps, pour les chats, on va préférer les pipettes, enfin en tout cas les clients vont préférer les pipettes parce que ça va être beaucoup plus simple à donner que les comprimés. Et pour les chiens, ils vont préférer les comprimés. Après, comme je vous ai dit, il y a de la pâtée, il y a des solutions buvables. Ça va être très rare qu'on va donner ça. Ça va être souvent chez les chiots. Ça va être également les éleveurs quand la femelle est gestante, enfin qu'elle a mis bas. Pour traiter les chiots, ils vont prendre en buvable. Ça sera beaucoup mieux au niveau financier pour eux de prendre en buvable. Ils mettent dans la gamelle, tout le monde boit, etc. Donc c'est mieux niveau logistique et niveau financier de prendre en buvable. Et en plus comme ça, il n'y a pas de contraintes non plus, pas trop de manipulation. Après, comme je vous l'ai dit, il y a les colliers. Les colliers, il faut faire attention justement à certains chiens qui sont allergiques aux colliers. Il existe également des colliers pour les chats. C'est un peu plus rare, tout simplement parce que si un chat sort en extérieur, c'est assez risqué qu'il se coince le collier et donc qu'il reste accroché quelque part et donc s'étrangle avec le collier. Normalement, il y a une sécurité, mais on n'est jamais sûr à 100% quand même. Moi, je sais que mes chats, par exemple, n'ont pas de collier Seresto. Après, depuis pas longtemps, donc depuis, je dirais 1 an, on va également avoir en injectable. Ça va être que pour les pucétiques et que sur les chiens. Pour l'instant, chez les chats, on ne va pas avoir encore l'injection, ce qui est très dommage en vue que les chats sont compliqués à donner les comprimés. Après, l'injection, ça dure 1 an, donc c'est un prix assez onéreux. À voir en fonction de vous, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez mettre une seule fois un gros montant et ensuite ça va? N'hésitez pas à demander des devis chez le vétérinaire pour calculer, pour savoir ce qui vous revient le moins cher. Également, ça va être en fonction de la durée. Le collier Seresto, par exemple, va durer environ 6 mois. Sur la boîte, ça va être marqué jusqu'à 8 mois, mais c'est environ 6 mois, donc en soi, il faut en acheter 2 par an. L'injection, par exemple, comme je vous l'ai dit, ça dure 1 an. On le fait au moment du vaccin, comme ça, on vient une fois chez le vétérinaire, ça revient quand même assez cher, mais après, on est débarrassé pour l'année. En pipette, ça dure 1 mois, et en comprimé, ça dure 1 mois, voire 3 mois. Donc ça va être pour les pucétiques. Et pour les vermifuges, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de collier qui existe pour les vermifuges. Et également, il n'y a pas d'injection qui existe pour les vermifuges. Donc ça va être soit en comprimé, buvable pâté, et donc en pipette, ou même en comprimé. Enfin, dans tous les cas, quand c'est vermifuge, le vermifuge comparé au pucétique, ça va être différent. Je vous en parlerai juste après. Mais en soi, les vers, donc le vermifuge, va avoir un effet instantané. C'est-à-dire que l'animal, il va l'avaler et il va directement sortir, donc au bout de 48-72 heures. Alors que le pucétique, l'antiparasitaire, va rester dans le sang.
le vermifuge, on peut le faire tous les 15 jours, un mois, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai l'impression que je vais un peu trop vite, donc on va repartir en arrière. Là je vais vraiment aller par catégorie, donc on va commencer par le vermifuge parce que c'est quelque chose qui est assez simple, c'est un peu plus simple que le pucétique. On parle donc d'antiparasitaires internes, ça va être donc tout ce qui est les vers. Donc on a deux types de vers, on va avoir les vers ronds et les vers plats. Les vers ronds, on va les appeler les nématodes, et les vers plats, on va les appeler les cestodes. Après, il y a plein de vers différents avec des noms, mais ça, c'est pas hyper intéressant en tant que particulier de savoir comment s'appelle tel ver. Et j'ai pas non plus envie de vous perdre avec des choses pas primordiales, donc je vais vraiment rester sur la base. Il faut quand même savoir, donc 80% des chiots et chatons sont infestés par les vers, contre seulement 30 à 40% des chiens-chats adultes. Donc quand ils sont chiots, ils sont plus sensibles, plus sujets à avoir des vers. C'est pour ça que le protocole va différencier en fonction de l'âge de l'animal. Donc comment on va l'attraper? Donc l'animal peut l'attraper in utero, donc ça veut dire dans le ventre de la femelle gestante. Si elle mange quelque chose par exemple et qu'elle est infestée, ou même si elle est infestée avant même d'être pleine, eh bien les petits vont pouvoir avaler les vers et donc être infestés. Également lors de l'allaitement, les vers vont pouvoir être transmis par le lait. Il va y avoir par les puces et les tiques. La plupart du temps, ça va ensemble. Si l'animal est infesté par les puces et tiques, il faut traiter alors pour les vers. Cela va dépendre également de l'alimentation. Pour un chat qui sort en extérieur, par exemple, qui mange des souris, qui mange des oiseaux, il peut être plus sujet à avoir des vers qui sont transmis par ce qu'il mange. Pour les animaux qui sont nourris au barf, eh bien pareil, ils sont plus sujets à avoir des vers à cause de la viande crue. C'est pour ça qu'à l'époque de nos grands-parents, je sais que mes grands-parents donnaient de la viande crue à leurs chiens, et ils étaient souvent infectés par les vers. Donc comment traiter l'animal des vers? L'idéal est de faire une coproscopie. C'est un examen parasitologique des vers. Donc on va chez le vétérinaire, on fait une coproscopie qui va déterminer si l'animal déjà a des vers, et s'il a des vers, quel type de vers il a pour pouvoir traiter au mieux, pour donner un vermifuge qui élimine ce type de vers. Parce que tous les vermifuges ne font pas tous les vers. En fonction du vermifuge qu'on va avoir, ils vont cibler soit les vers ronds, soit les vers plats. La coproscopie coûte pas si cher que ça, et donc dans l'idéal est de faire environ tous les 3 mois, soit à chaque changement de saison, pour voir quel ver il a, pour qu'on puisse le traiter. Et si l'animal n'est pas infesté, ça permet d'éviter de donner un traitement inutilement, et ça permet d'éviter de le rendre résistant. La coproscopie est obligatoire dans le monde équin avec les chevaux. Nous, avec les chats et chiens, c'est très rare qu'on le fasse, mais vraiment ça c'est dans l'idéal. L'idéal également, c'est, si jamais on ne fait pas de coproscopie, c'est de changer de traitement à chaque fois qu'on traite l'animal. C'est-à-dire que par exemple, quand vous allez venir pour traiter l'animal, donc le premier traitement, ça peut traiter tel type de ver. Et donc le second, il faudrait changer en fait le spectre. Donc par exemple, le premier, vous traitez pour les vers ronds. La deuxième fois, il faudra traiter pour les vers plats. Et la fois d'après, pour les vers ronds. Et donc en fait, il faudrait tout le temps alterner pour avoir vraiment le plus large spectre possible. Tout n'est pas englobé dans un seul produit. Comme je vous l'ai dit, le traitement pour les vers, ça va être un effet chasse d'eau. Nous, on appelle ça comme ça en tout cas. Ça veut dire qu'il ne reste pas dans l'organisme. Il part au bout de 72 heures. Comparé aux pucétiques qui, eux, vont rester dans le sang. Mais ça, je vous en parle juste après. Donc, quel est le protocole? On commence à traiter un chiot-chaton à partir de ses 15 jours. Donc là, normalement, vous n'allez pas avoir le chiot. Donc ça ne vous concerne pas trop. Mais de ces 15 jours à ces 2 mois, il va être traité tous les 15 jours. Comme je vous l'ai dit juste avant, ils sont beaucoup plus sujets à avoir des vers. Donc c'est pour ça qu'on traite assez régulièrement. Après, normalement, quand vous le récupérez, il a minimum 2 mois. À voir si par exemple le chat, vous l'avez retrouvé dans la rue, que vous avez fait un petit sauvetage. Normalement, c'est à partir de ces 2 mois. De ces 2 mois à ces 6 mois, il va être quand même assez sujet, pareil, à avoir des vers. Pas autant qu'avant ces 2 mois, mais assez sujet quand même, en sachant qu'il va tout mettre à la gueule pour pouvoir tester, etc. Je parle niveau chien. Les chats, c'est un peu plus différent, mais ils sont quand même plus sujets à avoir des vers. Et donc, de ces 2 mois à ces 6 mois, on va les traiter tous les mois. À partir de 6 mois et même plus, on va les traiter tous les 3 mois. Comme je vous l'ai dit avant,
le vermifuge a un effet chasse d'eau, donc il s'élimine au bout de 72 heures. Pourquoi donc traiter tous les 3 mois? Donc ils ont fait une étude qui montre, donc c'est pas non plus une science exacte, mais il montre que l'animal attrape des vers environ tous les 3 mois. C'est pour ça que on conseille de vermifuger l'animal tous les 3 mois. Après, c'est pas une science exacte, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça que dans l'idéal, il faudrait faire une coproscopie pour savoir si l'animal est vraiment infesté et donc ne pas le traiter inutilement. Après, 3 mois, c'est vraiment environ ce qu'ils conseillent. Mais en fonction de l'animal, on peut traiter plus souvent. C'est-à-dire qu'on a un chien plus de 6 mois, le chien, il va en forêt, il mange tout et n'importe quoi, il mange les cacas des chats, dans la rue, etc. Il est plus sujet à avoir des vers, eh bien on peut le traiter tous les mois. Des fois, nous, à la clinique, on a des pipettes qui font pustique et vers. Et donc quand ils viennent chercher le pustique, ils prennent également un vermifuge, donc le chat est traité tous les mois, parce que le chat sort, parce que le chat est un chat d'extérieur. Le propriétaire ne sait pas si l'animal mange des rongeurs, des oiseaux, etc. Donc par prévention, en plus du pustétique, il fait le vermifuge tous les mois. Le protocole est assez flexible et va dépendre de l'animal et de ses habitudes. Que faire si l'animal est infesté? Déjà, comment on le voit? La plupart du temps, on ne voit pas à l'œil nu qu'il a des vers. Ça va être qu'il mange plus. Si jamais l'animal est beaucoup infesté, ce qui peut arriver surtout quand c'est des chatons, ils vomissent des vers. Donc ça, on va les voir. Après, il y a des vers qui sont dans les selles qu'on voit, mais on ne les voit pas tout le temps. Et donc des fois, ça va être faire le signe du traîneau. Donc quand ils font le signe du traîneau, donc ça veut dire qu'ils s'assoient, qu'ils frottent les fesses au niveau du sol, eh bien là, ça va être un des signes qu'ils ont des vers. Vous pouvez traiter par les vers. Si jamais ça continue, n'hésitez pas à appeler le vétérinaire parce que là, ça peut être un autre problème. Et donc, comment faire si l'animal est infesté? Ce qu'il faut faire, c'est de faire 2 vermifuges à 15 jours d'intervalle. Et donc, pourquoi 15 jours après? Tout simplement parce que les vers prennent environ 15 jours à se développer et donc à devenir des adultes. Donc, vous allez faire un premier vermifuge où vous allez enlever tous les adultes, sauf qu'il y aura encore des larves. Et les larves, ils vont grandir. Et donc, 15 jours après, il faudra refaire pour enlever vraiment ce qui reste et donc ne plus avoir de vers. Ce qu'on conseille également, c'est de ramasser les selles de l'animal. Donc que ce soit chat ou chien, même les chiens, quand vous partez les promener ou même quand ils vont faire caca dans votre jardin, c'est de ramasser les selles de votre animal 3 jours après la prise. Donc pendant 3 jours, vous allez devoir ramasser tous les jours les selles de votre animal parce que c'est là où en fait les vers vont sortir. Et donc si vous ne voulez pas que l'animal rattrape des vers en les mangeant ou même que contaminer les autres, il faut ramasser les selles. Donc pareil pour les chats. Nettoyez la litière tous les jours de votre chat, au moins les 3 premiers jours. Voilà au niveau du vermifuge, j'espère que j'ai été assez claire et que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions au niveau des vers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Également, ce qu'on conseille, c'est de vermifuger l'animal avant ses vaccins, afin que l'animal ne soit pas infesté et que son organisme ne lutte pas contre déjà les vers. Ça augmente la réponse vaccinale. Attention, également, les vers, on peut les attraper. On passe à la troisième partie de cette vidéo, ça va être donc les puces éthiques. Donc comme je vous l'ai dit, les puces éthiques, ils vont être dans le même mode de prévention, donc je vais faire cette partie-là, puces éthiques regroupées. Même si je vais vous expliquer puces et éthiques plus précisément. On va parler donc d'abord des puces. Donc qu'est-ce qu'une puce? C'est un parasite donc externe qui est marron foncé noir et qui va se nourrir du sang de l'animal. Et donc si l'animal en a énormément, les puces peuvent même venir sur nous et donc nous piquer. On ne va pas les voir, mais par contre on va se retrouver avec des piqûres de puces. Ça gratte énormément, que ça soit sur l'animal mais également sur nous. Et donc elles se déplacent extrêmement vite, donc c'est rare qu'on voit les puces sur l'animal. Ça se voit à l'œil nu, mais quand ils ne sont pas énormément infestés, on ne va pas les voir sur l'animal. Parce qu'en fait, les puces ne vivent pas sur l'animal. Elles viennent sur l'animal juste pour manger, donc prendre le sang de l'animal, mais ensuite elles vont se reposer en dehors, donc elles vont se reposer dans l'environnement, dans un endroit sec et dans le noir. Donc si jamais vous avez chez vous du bois, elles vont adorer se mettre dans le bois. C'est pour ça que quand l'animal est très peu infesté, on ne va pas vraiment le voir. Par contre, quand l'animal est beaucoup infesté, là, ça va se voir direct. Vous allez voir des puces qui vont sauter de partout
Et quand on voit ça, nous, en tant que ASV ou même vétérinaire, on panique parce qu'on sait à quel point ça va extrêmement vite. Et rien qu'à toucher l'animal, elles peuvent nous sauter dessus et se faufiler dans nos cheveux. Et une seule puce, ça peut aller très vite à se développer et avoir une grosse infestation. Donc pour savoir si l'animal est infesté, même si on ne voit pas l'œil nu, eh bien on peut prendre une compresse humide et balayer le pelage de l'animal. Et sur la compresse, si vous voyez du sang, eh bien c'est le caca de puce. Le caca de puce sur une compresse humide va être des taches de sang. Et c'est comme ça qu'on peut détecter que l'animal a des puces. Et que ce soit bien du caca de puce et pas des saletés. Donc juste pour information, une puce, ça se reproduit extrêmement vite. Donc en un seul repas, elle pond 30 œufs. Donc tous ne vont pas non plus survivre, mais beaucoup vont survivre et ça reste très longtemps dans l'environnement. Attention, certains animaux, donc pareil avec une peau un petit peu plus fragile, peuvent être allergiques aux puces. Et donc là, eh bien, il faut être hyper rigoureux sur le traitement antiparasitaire. Mais ça, vous allez le découvrir, faut l'emmener chez le vétérinaire pour savoir s'il est allergique aux puces ou que ce soit quelque chose d'autre. Ils vont pas être allergiques aux puces, mais surtout aux piqûres de puces. Une fois qu'on donne un antiparasitaire, ça agit environ 30 minutes après. Au bout de 30 minutes, et s'il est vraiment beaucoup infesté, on peut faire un shampoing à l'animal pour enlever toutes les puces qui seront décédées. Attention, néanmoins, pour ceux qui veulent des colliers antiparasitaires, ça va être différent que les comprimés ou les pipettes, ou même les solutions buvables. Enfin, voilà, les colliers ont une action différente que le reste, c'est-à-dire que le collier, quand il va être mis sur l'animal, il va empêcher l'animal d'avoir des puces ou des tiques. Il va avoir une barrière où les puces et tiques ne vont pas aller sur l'animal. Alors que, pour tout le reste des modes d'administration, les puces et tiques vont aller sur l'animal. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, au bout de 30 minutes, quand ils vont sucer le sang de l'animal, ils vont ingérer l'antiparasitaire qui se trouve dans le sang de l'animal et donc décéder par la suite. Des fois, j'ai des appels qui me disent que l'animal est infesté et qui veulent savoir si on a des colliers antiparasitaires à la clinique. Donc je les préviens bien que quand l'animal est déjà infesté par des puces, eh bien il faut traiter d'abord avant de mettre le collier. Sinon le collier n'a aucun effet. Une fois que l'animal a des puces, ça ne va pas tuer les puces. Ça n'a pas cet effet-là, ça a juste un effet où les puces ne vont pas vouloir aller sur l'animal. Et donc c'est pour ça qu'avec des comprimés ou avec des pipettes, voilà, tout le reste, il va y avoir certaines puces ou tiques qui vont aller sur l'animal. Mais par contre, en suçant le sang, le parasite donc va mourir. Qu'est-ce qu'une tique? La tique, donc, c'est un acarien qu'on trouve donc en forêt, dans des grandes herbes hautes, dans des champs, des prairies, etc. Et les tiques peuvent transmettre de graves maladies, donc que ça soit aux animaux, mais également à l'homme. Ça va pas être une zoonose, dans le sens où si la tique va transmettre une maladie à l'animal, l'animal ne pourra pas vous la transmettre après. Par contre, la tique, si jamais elle vous pique vous, parce qu'elle peut vous piquer vous également, eh bien, elle peut vous transmettre des maladies, telles que la pyroplasmose, ou même la maladie de Lyme. Si votre animal a cette maladie-là, vous n'allez pas la contracter juste en touchant votre chien. Il faut vraiment que ça soit la tique qui vous pique, vous. Comment la retirer? Alors attention, on ne la retire pas à la main. On n'appuie pas dessus. Justement, au contraire, il faut éviter ça. Il faut prendre un retire-tique. Je vous mettrai une photo à l'écran. Il faut prendre la retire-tique, mettre au niveau de la peau de l'animal et donc tourner le retire-tique. Comme ça permet donc de tourner également la tique. Et quand vous avez tourné la tique, il faut délicatement, mais vraiment délicatement, lever pour retirer la tique. Pourquoi il ne faut pas toucher avec ses mains, enfin prendre la tique avec ses mains, etc. Tout simplement parce qu'il ne faut pas effrayer la tique et il ne faut pas laisser la tête, donc qui s'appelle également le rostre, dans l'animal. Également, il ne faut pas effrayer l'animal ou appuyer sur l'animal parce que sinon l'animal va avoir peur et il va déverser donc toute sa salive dans le sang de l'animal et c'est ça qui va lui transmettre des maladies si jamais la tique est contagieuse. Il y a des tiques qui sont saines et donc l'animal n'a pas de problème. Il y a des tiques qui peuvent transmettre des maladies. Et donc là, si jamais vous l'écrasez alors qu'il est sur l'animal, vous la tripotez trop et qu'elle prend peur, elle va tout déverser dans l'animal et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le retire-tique et l'enlever délicatement.
Et si jamais vous n'y arrivez pas ou vous avez une petite appréhension ou que vous n'avez pas de retire-tique, vous pouvez aller chez le vétérinaire, il n'y a pas de souci, ils le font. Donc comparé aux puces qui ne restent pas sur l'animal, la tique, elle, va rester sur l'animal. Et donc au bout de 2 jours qu'elle est sur l'animal et qu'elle a pris tout le sang qui était nécessaire, et c'est au bout de ces 2 jours-là qu'elle va recracher la salive et donc peut-être transmettre la maladie si jamais elle est contagieuse. Et donc, si l'animal donc est traité par les antiparasitaires, comme je vous l'ai dit, au bout de 30 minutes, la tique décède. Donc elle n'a pas, elle fait super peur. Donc elle n'a pas le temps de recracher sa salive, qu'elle n'a pas le temps de transmettre la maladie. Elle veut s'asseoir à ma chaise. C'est pas possible, ma grande. Et donc avant de mourir, c'est là où elle va pondre ses œufs. Comment lutter? Donc déjà, on a les antiparasitaires en mode de prévention. Comme ça, au cas où que vous ne voyez pas une tique qui s'est posée sur l'animal, eh bien, elle va mourir dans tous les cas et donc ne pas infester l'animal. Et également, après chaque balade en forêt ou même dans les grandes herbes hautes, il faut regarder, il faut analyser, il faut vraiment toucher le chien. C'est pas facile, surtout quand les chiens ont les poils longs, où là, les tiques, forcément, on les voit moins. Moi, je sais qu'une fois, mon chien, une seule fois, il a eu une tique et avec le poil long, elle s'était bien logée. En plus, elle se loge très bien dans des endroits un petit peu comme dans les plis. Sur la patte, un petit peu en hauteur pli, comme ça, vraiment dans une zone qu'on ne voit pas du tout. Ça va pas être sur le dos, quoi. Donc, après chaque balade, bien surveiller son chien, bien faire le tour pour voir qu'il n'en a pas. Et également, regardez aussi sur vous. Après, sur vous, la plupart du temps, vous allez prendre une douche, vous allez le sentir le soir même. Normalement, vous allez le voir au bout des 2 jours. Également, il existe des vaccins pour les maladies liées aux tiques. Nous, on habite donc dans le nord de la France. On les conseille pas forcément. Après, ça va être pareil, en fonction de l'animal, en fonction de là où vous habitez également. Il faut que vous en parlez à votre vétérinaire, ce qu'il en pense des vaccins. Donc voilà au niveau des tiques, donc les antiparasitaires disponibles, comme je vous l'ai dit, ça va être en solution buvable, en comprimé ou en pipette. Pour les chats, il n'y a pas de préférence entre comprimé et pipette. Pour les chiens non plus. Désolée, j'ai un petit problème de micro, donc il y a des moments où il ne va pas beaucoup fonctionner. Attention, quand vous avez plusieurs animaux et que vous utilisez des pipettes, faites attention à ce qu'ils ne se lèchent pas entre eux et donc ils ingèrent le produit. Donc c'est pour ça que pour les chiens, la plupart du temps, ils donnent des comprimés. Également, si vous avez des enfants, vous mettez des pipettes. Ça va quand même rester sur l'animal pendant, je dirais, 24 heures. Donc attention à ce que l'enfant n'aille pas caresser l'animal et donc par la suite avoir l'antiparasitaire un petit peu sur les mains et donc le mettre à la bouche qui pourrait potentiellement être toxique. Attention également sur certaines pipettes pour chiens. Si jamais vous allez en clinique vétérinaire, ils vont le savoir, ils vont être au courant. Mais en pharmacie, ils ne demandent pas forcément. Mais sur certaines pipettes pour chiens, il y a une molécule qui s'appelle la permétride, je l'afficherai à l'écran, qui est toxique chez les chats. Et donc on peut prescrire pour les chiens en pipette, mais par contre s'il est en contact avec un chat, eh bien c'est toxique et ça peut avoir des effets très gros effets et néfastes, surtout neurologiques. Si jamais vous commandez quelque part où vous n'êtes pas renseigné, n'hésitez pas à lire la notice, voir les molécules qu'il y a. Dernière partie, ça va être si jamais vous êtes infesté par les puces, comment faire? Donc en plus de traiter l'animal, il faudra traiter l'environnement. Comme je vous l'ai dit, les puces ne vont pas vivre sur l'animal. Ils vont juste manger sur l'animal et donc faire leur sel, mais ensuite ils vont aller se loger dans l'environnement. Donc pour traiter l'environnement, il faudra laver tous les textiles, donc tous les draps, les paniers, même le lit, enfin vraiment là où il a été. Les puces se déplacent partout. Donc il faut traiter vos draps, il faut traiter toutes les pièces qui sont ouvertes, tous les endroits où l'animal a accès, il faut tout laver. Même les doudous, si vous en avez, etc., il faut tout laver. Si l'animal a quelques puces, vous traitez l'animal bien, correctement, pendant minimum 3 mois, et normalement, ça va aller. Mais si vous êtes beaucoup infesté, il faut faire le grand ménage de printemps, et il existe également des fumigènes pour vraiment éradiquer toutes les puces de votre maison qui peuvent être logées dans des endroits où vous n'avez même pas accès. Il existe des fumigènes où vous pouvez commander en fonction du mètre carré et vous allez le mettre au centre de la maison. Attention, il ne faut pas d'être vivant dans la pièce, donc c'est-à-dire que si vous avez des poissons rouges, il faut les enlever, et même les plantes, si jamais vous avez des plantes, il faut les enlever. Il faut regarder donc pendant combien de temps il faut le garder dans la maison, et après il faut vraiment tout bien aérer pendant pareil, je crois que c'est minimum 30 minutes. Moi je dirais même plus longtemps de vraiment aérer parce que du coup ça veut dire que c'est vraiment
très néfaste quand même pour la santé. Donc vraiment, faites attention quand vous utilisez ça, à bien lire la notice, à bien être renseigné et vraiment aller chez un spécialiste, en tout cas qui connaît le produit. Voilà pour la première partie des antiparasitaires. Elle aura été bien complète, je pense. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez un peu plus de profondeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais même refaire une petite partie si vous voulez plus de détails. J'espère en tout cas que ça vous a aidé et que ça aura été le plus complet possible. En tout cas, j'ai essayé de l'être et d'avoir des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre et pas vous donner trop d'informations et surtout des informations utiles. N'hésitez pas à prendre des notes également. Et nous, on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!